Attendez d'avoir le talk. Effectivement, je vais vous parler de Container Tools. En particulier en fait, ces Container Tools, ce sont tous des outils open source qui sont à l'initiative de Google. Et tous ces outils, ils cherchent à résoudre chacun un problème, et on va essayer de partager autour de ces problèmes, et je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez utiliser, vous, ces outils au quotidien. En fait, pourquoi de ce talk quand on utilise Kubernetes et qu'on a un développeur, on se sent un petit peu dans cet état-là. En fait, les outils de développement pour Kubernetes, c'est un peu la dernière roue du carrosse, parce que Kubernetes a été créé par les ops à l'origine, quand même beaucoup. Ils étaient devs aussi, ils pensaient aux devs, mais bon, maintenant on se rend compte que si on arrive sur un projet, on doit déployer sur Kubernetes, on est développeur, on va travailler avec les conteneurs, on va travailler avec du YAML, on va travailler avec des microservices. Voilà, la maison est en feu, c'est un enfer. Il y a énormément d'outils, la plupart ne sont pas matures, la plupart sont très complexes. Et comme il y a trop d'outils, moi je vais vous en présenter d'autres encore. Parce que vous en avez fou plus envie. Mais avant de vous présenter les outils, je vais vous montrer un des premiers problèmes qu'on rencontre. Avant ça, qui déploie sur Kubernetes ici un petit peu, sinon qui fait des conteneurs avec Docker. Voilà, on a un moteur d'autre. Alors sous les autres, je vais essayer de vous montrer les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Pour ça, j'ai pris un petit bout de code Go, c'est le plus simple possible. C'est un petit bout de code qui affiche Hello World toutes les secondes. Donc sur ma machine, je peux le lancer avec GoRun. Alors si je veux le conteneuriser, en général, il faut que j'écrive un Dockerfile. Donc je vais écrire un Dockerfile, ça ressemble à ça. Donc Dockerfile, ça veut dire que je vais construire une image Docker en lui donnant un nom. Il va prendre les sources, il va les copier dans l'image. Dans l'image, il va transformer les sources en binaire. Et puis, si je veux lancer mon conteneur, je fais un Docker run et mon image, elle tourne. Maintenant, cette image-là, une fois que je l'ai créée, je vais vouloir la faire tourner sur Kubernetes. Si vous ne connaissez pas Kubernetes, c'est un logiciel qu'on installe sur un cluster de machines, plus ou moins gros. Et à partir du moment où on a installé Kubernetes sur ce cluster, on peut y déployer des conteneurs Docker. Et donc, la configuration pour parler à Kubernetes, c'est du YAML. Le plus simple qu'on puisse faire, c'est ça. Donc ça, en gros, on dit on va créer ce qu'on appelle un pod, ça ne nous intéresse pas trop, mais en gros, ça va faire tourner un conteneur, dont voici le nom, quelque part sur mon cluster de machine. Pour info, pour ma démo, tout tourne en local sur Docker for Desktop, Docker for Mac, qui a le bon goût de, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais de nous permettre de démarrer un cluster Kubernetes en un clic. Qui utilise Docker for Desktop, Docker for Mac, Docker for Windows? Donc vous avez Docker avec, mais vous avez aussi Kubernetes. Et donc, une fois qu'on a écrit ce magnifique YAML, eh bien, on l'envoie à Kubernetes, on s'assure qu'il tourne bien, oui, il est running, et puis on peut aller voir les logs, et oui, ça affiche bien le World. Donc on a déployé notre application sur Kubernetes, pour ça on a écrit les sources, on l'a conteneurisé, et puis on a écrit les descripteurs pour déployer sur Kubernetes. Et puis là commence le train-train quotidien de j'écris du code, je vais rebuilder mes images, je vais redéployer mes images, et j'écris du code, et je vais rebuilder mes images, je vais redéployer mes images. Vous allez voir, c'est pas très intéressant. Donc on y va. Je vais changer du code, je suis développeur, tout va bien. Ça va le clavier. Je vais rebuilder mon image, alors je vais en profiter pour lui donner un nouveau nom. Allez. Là j'ai rebuildé une version qui va afficher Hellosphere. Bien sûr, il faut que j'aille chercher tous mes fichiers YAML Kubernetes et que j'aille remplacer l'image par la V2. Que je renvoie ça à Kubernetes. Que je retrouve les logs. Est-ce que c'est bien déployé? Est-ce que j'ai bien corrigé le truc? Oui, ça va, j'ai bien corrigé. Et ce cycle-là sans fin, ça c'est moi ce que j'appelle la boucle infinie de douleur et souffrance. Parce que vous allez faire ça tous les jours. Alors que vous, ce que vous voulez faire, c'est écrire un code. Et vérifier si ce que vous avez écrit, ça fonctionne bien. Alors vous pouvez bien sûr lancer votre application en dehors de Kubernetes, mais de plus en plus, les plateformes elles vont vous apporter plein de services et vous allez vouloir le déployer tout de suite maintenant sur un Kubernetes pour vérifier que les services se parlent bien, que tous les services apportés par la plateforme fonctionnent bien. Et donc vous allez être obligé de déployer et vous allez être dans ce cycle-là qui ne va pas vous plaire. Et ça, c'est pour un Hello World. Alors quand vous avez 30 microservices écrits dans 3 langages différents, avec 150 fichiers YAML, que vous changez 3 bouts de code quelque part, quelles images je dois reconstruire, comment je les appelle, je les publie dans quel registry,
et je change mes YAML, mais lesquels, et je redéploie quoi, c'est compliqué. Donc le premier outil que je vais vous présenter, c'est Scaffold. Scaffold, moi je le résume en disant ça va vous ramener la bonheur, amour, gloire et beauté. Hein. Quand vous allez travailler, ça va essayer de résoudre ce problème-là particulièrement et d'autres problèmes. Scaffold, c'est un outil open source que vous trouvez sur GitHub, qui évolue assez vite. Et je fais partie des committeurs, donc je peux vous en parler. L'idée de Scaffold, c'est que c'est un petit peu comme les... il parle d'un fichier de configuration qui ressemble un peu à un compose file. Qui connaît les compose files dans Docker? Vous savez, ceux qui ne connaissent pas, c'est dans un compose file, on va composer plusieurs images Docker pour faire une application composée de plusieurs microservices. Et bien avec Scaffold, c'est pareil, on va être obligé d'écrire un petit peu de YAML. Mais pour ça, Scaffold va nous aider. Il y a une petite commande Scaffold init. Je la lance dans un répertoire, il va essayer de trouver mais quelles sont les images Docker que tu dois construire, quels sont les fichiers YAML que tu as là, et il va essayer de vous proposer la config YAML qui va bien. Donc là, il a détecté en gros un YAML, c'est normal, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, et une image qui est utilisée dans son YAML, donc il dit, bah tiens, cette image-là, elle doit être construite par le seul Dockerfile que je trouve ici, et il me propose ce fichier config. Si vous n'avez pas envie d'utiliser Scaffold init, vous pouvez écrire bien sûr ce fichier. Ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez ce fichier, vous pouvez faire des choses comme Scaffold build. Scaffold build, vous le lancez dans le répertoire, il va builder l'image ou toutes les images que vous avez définies dans Scaffold YAML. Ça c'est super quand vous avez plusieurs microservices. Et en plus, il va les nommer intelligemment. Là, mon image, il l'a nommé V1. Pourquoi il l'a nommé V1 en fait? Parce que je suis sur le tag V1 dans Git. Donc il se dit, bah attends, plutôt que de laisser le développeur nommer les images, on va assurer un peu de traçabilité avec les sources et on va le nommer en fonction du tag Git. Bon, maintenant, Scaffold build, c'est pas foufou, vous êtes d'accord? Scaffold run, par exemple, c'est un peu mieux. Scaffold run, ce qu'il va faire, c'est qu'il va builder l'image, il va taguer l'image, éventuellement, il va la publier dans une registry, ensuite, le nom de l'image, il va la coller dans le fichier YAML au bon endroit, il va lancer tous ces YAML et il va vous streamer les logs de ce que vous avez déployé. Donc, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, toutes les commandes, vous l'avez en une seule commande. D'accord? Déjà, là, vous avez un gain de temps incroyable, surtout que, pour mémoire, dans Kubernetes, si vous voulez afficher les logs de plusieurs services qui sont dans plusieurs pods, il n'y a aucun outil quasiment qui existe. Il y a des outils, mais ils ne marchent pas très bien. Et lui, Scaffold, va vous afficher tous les logs de tous vos composants, fusionnés. Alors on peut faire mieux que ça en fait, parce qu'on est développeur, donc nous on veut développer. Donc on va lancer Scaffold Dev, et il va faire la même chose, il va lancer mon application, mais en plus il est rentré dans un mode où il watch les fichiers, et si je les change, eh bien il va rebuilder l'image qui est impactée par les changements. Et seulement cette image-là, ou ces images-là, et puis il va patcher les bons YAML, et puis il va redéployer tout ça, et puis il va updater les logs, pour que j'ai la nouvelle version déployée, hop, qui est affichée. Donc là, moi je suis développeur, j'ai juste à coder. Pas mal déjà, non? Oui, non, on s'arrête là. Voilà, donc ça, Scaffold, vraiment, il y a plus de modes que ce que je vous ai montré là, mais en gros, la fonctionnalité la plus intéressante, c'est ça, c'est Scaffold Dev, qui va pouvoir watcher les fichiers, rebuilder les images et les redéployer. Et comme ça, vous êtes vraiment dans un mode où vous avez votre IDE, vous codez, et puis lui, il va relancer un tâche de fond. Alors ça marche pour les hello world. Un petit truc intéressant aussi, c'est si vous faites CTRL-C, bien sûr, il arrête tout ce que vous avez démarré sur le cluster. Vous êtes sur une session de dev, donc normalement, après, on fait un clean-up. Donc normalement, ici, il n'y a plus rien qui tourne sur mon cluster, d'accord? Alors ça marche pas que pour les hello world, ça marche aussi pour des projets plus gros. Ici j'ai un projet qui a 1, 2, 3, 4, 5 images Docker. Elles sont chacune dans un sous-répertoire de mon répertoire courant. D'accord? Chaque image a un nom différent. Je ne m'occupe pas des tags, c'est encore Scaffold qui va s'en occuper. Et puis j'ai plein de fichiers YAML, ça c'est les fichiers YAML de mon application, d'accord? On va les ignorer, mais Scaffold va tous les lancer en mettant les bons noms d'images aux bons endroits. Donc celui-là il s'appelle proxy, il doit être là-dedans. Il va venir remplacer ça par l'image avec le bon tag. Et grâce à ça, en fait, grâce à ce fichier, je peux faire un truc du style Scaffold Dev. Donc là, il ne va pas builder. Qu'est-ce qui se passe? Il fait des mots. Ouais. Il ne va pas builder une image, mais il va en builder 5. Il ne va pas déployer un microservice, il va en déployer 5. Et il va donc m'afficher les logs fusionnés de ces 5 microservices, d'accord? Et donc moi, je peux voir mon application comme ça, qui tourne, et normalement, il y a eu une...
Allez, ouais, ça marche. Voilà, super. Elle fonctionne, d'accord? Donc là, il y a du Go, il y a du Groovy, il y a du Node, hein, le tout déployé avec une seule commande. Et bien sûr, comme tout à l'heure, hein, si je change quelque chose comme... si je change par exemple du HTML, hein, allez, on y va. Hop. Magie du direct, il va l'envoyer sur le cluster. Et en plus, c'est sur mon cluster, Node, il est en mode live reload, donc moi je fais des modifications en local. Et mon cluster, qu'il soit sur ma machine ou dans un data center, il va se rafraîchir automatiquement. Donc là, ce qui est intéressant, ce que Scaffold a fait, c'est qu'il n'a même pas rebuildé mon image pour la redéployer. Il a carrément pris les fichiers en local et les a synchronisés avec le pod qui tourne sur Kubernetes. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais l'idée, c'est que sur des langages comme Node, comme Python, PHP ou des pages statiques, vous n'avez pas besoin à chaque fois de rebuilder l'image, de la republier, d'arrêter le pod, de redémarrer le pod. Scaffold va juste synchroniser les fichiers avec le pod qui tourne en live. Et donc c'est comme ça que ma page web a été mise à jour en moins d'une seconde. Okay, donc ça, c'est vraiment Scaffold au quotidien sur les plus gros projets. Vous voyez, ça fonctionne aussi. Il y a un des composants qui est buildé avec Gradle, les autres sont buildés avec c'est du Go. Voilà. Pas mal, non? Voilà Scaffold. Donc Scaffold, il a cette notion d'artefact. Il est capable de builder des artefacts de différents types. Des artefacts qui sont définis avec un Dockerfile. En général, quand on travaille avec les containers, on part d'un Dockerfile. Mais il est capable de supporter d'autres types d'artefacts. Des artefacts buildés avec Bazel. Qui connaît Bazel ici? Ceux qui ne connaissent pas, je vais vous en parler juste après. Il est capable de builder aussi avec Jib. Qui connaît Jib ici? Si vous ne connaissez pas, je vais vous en parler juste après. Là, l'idée, c'est que Docker Build, ça ne s'adapte pas à tous les contextes. Et il y a des limites que vous ne pourrez jamais, dans lesquelles vous ne pourrez jamais vous affranchir. Et donc, il faut essayer d'autres outils de build qui peut-être vont mieux répondre à vos besoins. Il y a une partie build aussi, vous pouvez choisir si vous buildez en local sur votre machine avec Docker, ou si vous buildez sur le cloud avec Cloud Build. On a même maintenant le support de Azure Registry, Container Registry qui fait du build. Ou vous pouvez builder sur un container Kubernetes avec Canico. Qui connaît Canico ici? Je vais en parler après. Les images que vous buildez, elles peuvent être aussi testées. Container Structure Test qu'on va lancer, c'est un petit outil open source qui est capable d'analyser les images du style est-ce que ce fichier-là est dans mon image? Est-ce qu'il y a un fichier licence dans mon image? Est-ce que la version de Java c'est bien la bonne version, etc. etc. Donc ça, l'idée c'est que Scaffold va builder les images et juste après va lancer des tests qui vont vérifier que votre image elle est bien créée. D'accord? Ça c'est la partie test. Plus tard on va essayer de rajouter une phase de test unitaire, test fonctionnel, mais on n'y est pas encore. Et puis vous pouvez déployer sur Kubernetes, soit en utilisant kubectl, voilà, ça va lancer kubectl comme si moi je le lançais à la main, soit en utilisant Helm, qui est un package manager dans le monde Kubernetes dont je ne vais pas parler, soit en utilisant Kustomize dont je vais parler un petit peu. Ok? Donc l'idée de Scaffold, c'est qu'on va agréger plusieurs outils comme ça pour que vous n'utilisiez que la même ligne de commande tout le temps. Scaffold dev, Scaffold run, Scaffold build. Et c'est lui qui va se charger d'orchestrer tous ces outils-là pour à un moment donné réduire un petit peu la charge cognitive. En parlant de build, voilà, builder des bonnes images Docker, ça ressemble en général à ça à la fin. On a une image avec 172 layers. Si vous ne connaissez pas bien Docker, quand on fait des images, chaque étape de mon image c'est une layer, et les layers elles s'ajoutent, elles ne peuvent jamais se soustraire, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Et donc on se retrouve avec des images qui sont lourdes à déployer en prod, et puis qui ne sont pas forcément faciles à modifier, et puis aussi qui peuvent avoir des risques de sécurité, parce qu'il y a tellement de fichiers dans l'image qu'on peut avoir pas mal de risques de sécurité. Et donc les trois top problèmes qu'on entend quand on build des images, c'est les images sont trop lourdes, qu'est-ce que je choisis comme image de base, et puis mon build est trop lent. Vous avez vu Scaffold dev, c'est génial, mais si mon build il prend 8 minutes, à chaque fois que je change un fichier Java, que ça prend 8 minutes, on va moins s'amuser. Donc je vais essayer de répondre rapidement à ces différentes problématiques. Première problématique, mes images sont trop grosses. Ça, c'est pas
lié au Container Tools que je vais vous montrer, mais c'est une technique assez importante, c'est le multistage build. Qui connaît le multistage build dans Docker? Alors ceux qui ne connaissent pas et qui font du Docker, ouvrez bien vos yeux. Ça c'est vraiment le truc que vous devez retenir à la fin de cette présentation. Vos Docker files, hein, ils doivent avoir normalement plusieurs lignes from. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre build, il va être décomposé en plusieurs étapes. Une première étape pour le build, ici. Hein. Donc ici, on va choisir une image de base qui contient tous les outils dont on a besoin pour le build. Go, un compilateur C, hein. Dans le monde Java, on va avoir Maven, on va avoir Gradle, on va avoir JVM. Ensuite, on va copier les sources de ma machine vers le conteneur, et c'est ce qu'on fait avec le copy là. Et puis on va lancer une commande qui va prendre les sources et va en créer. Dans le monde Go, ça va créer des binaires, dans le monde Java, ça va créer des jars. Et ce qu'on a créé à cette étape-là, on vient le prendre, on jette tout le reste, et on vient le mettre dans une nouvelle étape, qui va être l'étape de run. Donc là, on va avoir l'étape de build, l'étape de run. Donc là, l'étape de run, le from, c'est une image beaucoup plus petite. Il n'y a plus de compilateur Go. Dans le monde Java, il n'y a plus de Maven. On va juste prendre une image beaucoup plus petite, prendre nos jars ou nos binaires, les copier dedans. Donc là, ici, vous voyez, on fait un copy from. Donc on copie en fait des résultats de la première étape, on le copie dans cette deuxième étape. Et ça va nous permettre d'avoir des étapes de build où on a tous les outils du monde, et une étape de run où on a une image la plus sécurisée possible et la plus petite possible. Ça, c'est super important. Et vous allez voir, ça donne aussi beaucoup plus de flexibilité sur les images de base qu'on utilise ici. En fait, je souligne très très bien. Les images de base qu'on a ici, en fait, hein, souvent on est très contraint dans les grosses boîtes. Hein. Souvent j'entends, on va passer les 6 prochains mois à définir quelles images de base on va choisir. Ubuntu, CentOS, notre Ubuntu à nous, notre CentOS à nous. Si déjà vous pouvez vous affranchir de ces limitations dans le build, vous allez gagner vachement de temps. En parlant d'images de base, je vous ai dit parfois on met 6 mois à choisir des images de base. Alors moi je vais vous rajouter une autre option, les images distroless. Distroless sont des images assez particulières qui ont été créées par Google. L'idée, ce sont d'avoir des images très petites, très sécurisées, qui vont tirer pleinement parti du multistage build que je vous ai montré. Donc en build, on va avoir une image avec tous les outils qu'on veut, et en run, on va avoir une image distroless, très très compacte et très simple. Très simple en fait, hein, parce qu'elle ne va contenir que mon application et ses dépendances runtime. Elle ne va rien contenir d'autre. Elle ne va pas avoir de package manager, il n'y a pas de shell, il n'y a pas de user dans un répertoire, il n'y a pas de TCOS, il n'y a rien, d'accord? Tout ce que vous attendez à avoir dans une Linux, dans une distribution Linux, vous ne l'aurez pas dans votre image finale. Vous aurez juste distroless la plus petite possible, votre application et ses dépendances. L'idée, c'est de faire des images à la fois très légères et à la fois très sécurisées. Ça ne marche pas pour tous les langages, en partie parce que distroless, c'est une liste très restreinte d'images. Il y a l'image distroless base qui est la plus petite, il y a l'image distroless Java, c'est l'image base plus une JVM, et dessus vous allez faire tourner vos images Java. Vous avez la même chose pour du Python et du Node. Pour les autres langages, il faut vous débrouiller. L'image de base, elle est très bien pour les langages compilés statiquement, ou presque statiquement compilés, comme le Go par exemple. Ça c'est super pour le Go. Il y a juste une libc, des librairies pour faire du SSL, et puis un user et un /tmp, c'est tout. Il n'y a rien de plus. D'accord ? Si après vous voulez vous connecter dans le pod et lancer un shell, vous ne pouvez pas. Si vous voulez lancer un curl, vous ne pouvez pas. D'accord ? Vous voulez installer un apt-get curl, vous ne pouvez pas. Donc, il faut y réfléchir, c'est pas adapté à tous les cas. Mais si vous faites une application Java, vous avez juste besoin de prendre vos jars, les coller par-dessus la distroless Java et c'est parti. Par exemple, pour du Go, hein, pour utiliser distroless, c'est simple. Je prends mon Dockerfile, hein, d'accord ? Je fais from, et puis je choisis celle-là. Voilà, vous faites du copier-coller, vous n'avez pas honte. Ouais. Et puis vous faites du Docker build. Et là, vous venez de reconstruire une image qui est basée sur distroless, plutôt que sur Alpine. Et normalement, elle fonctionne, j'espère. Ouais. Ok ? Donc c'est très facile, avec le multistage build, d'utiliser distroless. Vous avez une première étape qui va faire votre application et ses dépendances, et qui va les copier par-dessus une distroless. Alors ce qui est intéressant, c'est que distroless, ça va être utilisé par les autres outils que je vais vous montrer après. Donc je vous ai dit, un distroless, c'est une liste, on va dire restreinte d'images, sélectionnées par Google, très sécurisée. Pour ceux qui veulent quand même un shell, il y a des versions debug. Dedans, il y a BusyBox, parce que
Dans la vraie vie, c'est vrai qu'on aime bien quand même se connecter dans un pod pour voir en cas de problème ce qui se passe. Et c'est utilisé par Bazel et Jib que je vais vous montrer juste après. Ok. Il y en a qui utilisent Distroless ici ou pas? Puis il y a Jib. Il y a Jib. Si vous déployez sur les versions App Engine maintenant récentes, App Engine, vous ne le savez peut-être pas, mais en dessous, il y a des chances que vous utilisez Distroless en fait. Vous donnez du Java, App Engine il va prendre ça, il va le compiler d'une certaine façon, il va le mettre sur un Distroless Java, il va lancer ça en prod. Donc il y en a peut-être plus qui utilisent Distroless sans savoir. Autre problème, on l'a dit, les builds c'est lent. Et alors un build incrémental, c'est compliqué avec Docker Build. Qu'est-ce que j'appelle build incrémental? Un build incrémental, c'est un build où si je change un caractère dans mon source, ça ne va pas prendre 10 heures à rebuilder mon image, d'accord? Là, je vous ai fait un petit exemple de Java, parce que mon premier amour. Hein. Qui fait du Java ici hein? Alors moi, j'ai découvert Spring Boot pour cette démonstration. En vrai, je connaissais le nom, mais j'en ai jamais fait. Donc j'ai fait du Spring Boot, le Hello World de Spring Boot, avec le joli pomme de Spring Boot. D'accord? Et donc typiquement, ce truc-là, on va faire Maven Package. Ça va sur ma machine télécharger toutes les dépendances. Ça tombe bien, je l'ai déjà fait, il y a un cache dans un LEM de repo. Et puis si je veux lancer mon application, je fais java-jar, elle démarre. Incroyable. Si je relance Maven Package une deuxième fois, ça va faire toujours à peu près le même temps, à peu près 2 secondes, d'accord? Il ne va pas retélécharger de dépendance, tout se passe bien. Maintenant, imaginons que cette application-là, je veuille la lancer dans Kubernetes, je vais la containeriser. J'ai écrit un beau Dockerfile. Hein. J'ai suivi la présentation de David qui m'a dit qu'il faut faire un multistage build. Donc il y a une première étape ici pour faire le build et une deuxième étape pour faire le run. J'ai vu que Distroless c'était sympa, donc je vais l'utiliser. Donc la première étape, j'utilise Maven. Je copie mon POM dans l'image, je lance cette commande qui va télécharger tous les plugins référencés dans le POM de façon récursive, toutes les dépenses de mon appli. Ensuite, je copie les sources, le reste des sources dans mon image, et je lance Maven Compile et copie des dependencies. Le résultat de ça, ça va se retrouver dans Target, et donc dans le run. Moi, j'ai une image très petite, Distroless Java, je copie dedans tous les jars, et puis j'ai une image très petite pour le run. Alors ça a l'air sympa, ça, non? On va faire un Docker Build. Docker Build, très rapide, je l'ai déjà tourné sur ma machine. Ok? D'après vous, qu'est-ce qui se passe si, allez, si je rajoute un commentaire dans mon XML Il ne passe rien. et que je refais Docker Build, il ne se passe rien, qui dit autre chose? Il va tout rebuilder. Il va tout rebuilder. Est-ce que tu as copié l'INU 6 qui... Ici, si j'ai copié le build, en fait, il va non seulement tout rebuilder, mais il va aussi retélécharger toutes les dépendances et tous les plugins. Ouais. Alors bon, c'est sur la 4G, 40 secondes, d'accord, j'ai déjà fait. 40 secondes, parce que, en fait, effectivement, Docker Build, il y a un mécanisme de layer, de cache, qui est super utile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une étape, il a déjà faite sur votre machine, il va pouvoir utiliser les données qu'il a en cache. Donc ici, le problème, c'est que si vous changez le contenu de ce POM XML, il se dit, ah, le contenu que je copie dans l'image n'est plus le même qu'avant, et donc, tout ce qui est après ne peut plus utiliser le cache. Et donc, cette commande-là ne peut plus utiliser le cache. Et comme je suis dans une image unboxée, il n'a plus de cache, et ben, il est obligé de tout retélécharger depuis le repository Maven central. Et vous avez vu, hein, vous êtes en train de lancer Scaffold Dev, hein, vous êtes tout content, vous rajoutez un commentaire dans le POM XML, et ça met 40 secondes, et vous téléchargez Internet. Voilà. Et ça, globalement, dans le monde Docker, Docker Build, vous ne pouvez rien faire de mieux. D'accord? Il y a plein de stratégies pour essayer d'éviter ça. Déjà là, moi j'ai un truc ici pour le faire en 2 étapes. D'abord, je copie le POM, ensuite je copie les sources. Comme ça, si je change que les sources, c'est bon, il ne va pas tout retélécharger. Mais si je change le moindre caractère dans le POM, il va tout retélécharger. Donc je vais vous montrer un des outils en fait, que vous pouvez utiliser pour résoudre ça. C'est Bazel, et en particulier le plugin Docker Rules. Alors Bazel, c'est un sujet un peu épineux. Bazel, c'est une réécriture open source de l'outil de build de Google. D'accord? L'outil de build de Google, c'est Blaze. Avec, on build notre monorepo qui fait 3 Tera. Et c'est super, ça marche bien. Ça a été créé pour. On s'est dit un jour, ça peut servir à tout le monde, hein, d'avoir un outil qui est capable de faire des builds reproductibles, rapides, incrémentaux, et puis on a mis ça dans l'open source, et puis pas grand monde l'utilise.
Pourquoi? En fait, parce que pourtant c'est un système extensible. On peut même construire des images Docker sans installer Docker sur la machine. Je vais y revenir, ça. Et c'est vraiment incrémental et ça supporte quasiment tous les langages. Le problème, c'est que vos outils de build, Maven, Gradle, tout ce que vous utilisez, vos Makefile, tout ça, vous les prenez, vous les mettez à la poubelle, hein, et vous apprenez une nouvelle syntaxe, un nouvel outil, un nouvel écosystème, des nouveaux problèmes. Et ça, personne ne veut faire ça, en fait. Des boîtes comme Dropbox, ils le font et ils en sont ravis. Ils ont plusieurs langages chez eux et ça build tout et c'est génial et ils font des talks dans le monde entier sur Bazel. Vous, si vous avez un petit projet, vous pouvez faire du Bazel. Si vous avez un gigantesque projet comme Google, vous pouvez peut-être faire du Bazel. Si vous êtes dans votre boîte où il y a n'importe quelle entreprise, personne ne voudra faire du Bazel parce que c'est un effort trop important. Et je vais quand même vous le montrer. Parce que c'est marrant de voir comment le système de build fonctionne. En particulier, si j'ai défini un build Bazel pour builder mon image Java, si j'utilise le plugin Docker Rules, il va non seulement faire du Java, mais il va faire une image Docker qui contient mon application, sans que j'ai besoin d'écrire un Dockerfile. Ça, c'est sympa. Typiquement, mon Hello World Spring Boot, il n'y a plus de pomme XML, oubliez ce langage, ça n'existe plus. Maintenant, vous écrivez des fichiers build et des fichiers workspace. Alors, pour vous dire le niveau un peu d'adoption, mon outil ne reconnaît même pas la syntaxe. Il n'est pas colorisé, parce que tout le monde s'en fout. Et là, c'est dit, voilà, j'ai construit une application Java, et à la fin, et ben, voilà, ça c'est le main. Et puis, comme j'utilise Docker Bazel Rules Docker, ça va faire en fait une image Docker à la fin. Donc j'ai juste à faire Bazel build, tac. Et lui, en fait, vous voyez ici, il va télécharger en local sur ma machine tous les jars dont dépend Spring Boot, et à la fin, il va me faire une image Docker. Alors ce qui est bien, c'est que contrairement à Maven, si je lance une deuxième fois, là, c'est carrément instantané, c'est 0 secondes quasiment, pour se dire, non, mais attends, ces sources-là, je les ai déjà buildées, l'image Docker, elle est déjà là, je ne refais rien du tout. Donc c'est plus rapide que Maven, c'est comparable à les versions récentes de Gradle. Et puis, d'après vous, qu'est-ce qui se passe si je change la version de Spring Boot et que je relance Bazel? Et bien en fait, il est vraiment incrémental, donc il ne va télécharger que les jars qu'il n'avait pas en local sur la machine, et il va faire une image Docker, et donc ça ne va pas prendre 40 secondes, parce qu'il va télécharger une dizaine de jars, il ne va pas en télécharger 100 000, et donc c'est où là, en 11 secondes il a réussi, d'accord? Et donc là vous avez un build vraiment incrémental, qui n'est pas fait dans Docker, il est fait sur votre machine, sauf qu'à la fin ça va produire une image Docker. Ça c'est... Quelquefois il y a des gens qui ont du mal à imaginer, en fait une image Docker, qu'est-ce que c'est? C'est une archive, c'est un zip en fait. Une image Docker, c'est du JSON et puis des fichiers tar, des IP qui contiennent les fichiers de chaque layer. Et ça, c'est une image Docker. N'importe qui peut en faire une sans Docker. Après, c'est facile à décrire avec un Dockerfile, mais des outils comme Bazel, eux, en fait, vont faire les images Docker directement, sans utiliser Docker. Si vous voulez la lancer, par contre, il faudra Docker. Typiquement, si je fais Bazel run, de pas ça. Comment je l'ai appelé mon truc là? Bazel build. Là, il va dire ok, je fais l'image Docker, mais je la charge dans le démon Docker et je la lance. Et il va lancer mon application Spring Boot. Okay, donc Bazel, c'est génial, ça fait des builds vraiment incrémentaux. C'est scalable à l'infini. Mais bon, je sais bien que c'est vraiment compliqué à utiliser. Alors, si vous avez Scaffold, en tout cas, vous allez pouvoir pérenniser ce choix. C'est que Scaffold supporte Bazel. Ce qui fait que moi, dans mon artefact ici, plutôt d'utiliser le type par défaut qui est buildé à partir d'un Dockerfile, je dis bah, c'est du Bazel. Et donc je vais faire par exemple scaffold build ou scaffold dev comme tout à l'heure. Il va builder mon image. Et puis voilà, d'accord. Donc je peux lancer, je peux avoir un ou plusieurs artefacts qui sont buildés avec Bazel. Je peux mixer ça avec des artefacts qui sont buildés avec Docker build. Scaffold va être capable de gérer ce mix. Ça c'est pas mal. Donc des images Docker sans Docker installées, vraiment incrémentales et pas faciles à adopter. Et pour le Java, alors pour Java on a mieux. On a la même idée que Bazel, mais plus facile à adopter. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai écrit ce talk, je me suis dit, alors c'est quoi les bonnes pratiques pour écrire une image Docker pour du Java? Et je suis tombé sur cet article-là, c'est le premier. Je ne sais pas si ce qu'ils disent est intéressant, en tout cas, c'est bon. C'est toutes les bonnes pratiques pour faire une image Docker quand on fait du Java.
Il faut faire ça, puis ça, puis ça, et ça dans l'ordre, mais surtout pas faire ça. Ça, je l'ai fait.